Un dernier, je filoche. Non, c'est bon, Perceval, là, c'est au moins ta 5e pinte. Attendez. Aujourd'hui, j'ai trouvé le Graal. Je peux bien m'en jeter un petit pour fêter ça, non? Ouais, bien joué, Provençal. Merde, c'est lequel? Comment ça, lequel? Le Graal, c'est lequel? J'avais posé là. Et ah bah, j'en sais rien, moi. En vrai, c'est tous les mêmes. Bah bien sûr, c'est tous les mêmes, on a toujours bu dans ces verres-là. Mais qu'est-ce que tu crois? Je l'ai acheté sur le bon coin. Il y en a un qui est pas à vous. Il y en a un, il file la vie éternelle. Mais c'est qui au fait ce gars-là, là, Perceval, là, qui traîne dans le bar? Je l'ai jamais vu ce gars-là. Comment ça, t'as jamais vu Perceval dans Kaamelott? Mais je sais même pas que moi j'ai jamais vu Kaamelott. Je suis juste allé voir le film parce que vous m'y avez traîné, mais sinon je connais pas du tout. Alors déjà il va falloir me rappeler un peu ce que c'est que ce truc. Ah, tu dois être un des rares, mais du coup c'est bien d'avoir une vision comme ça de quelqu'un qui a jamais vu la série, c'est hyper cool. Ou pas, on verra après. On va voir ça. Ouais. Bah alors du coup on peut faire un petit truc pour recontextualiser un petit peu la série, parler de. Raconte-nous, Kaamelott. Vas-y. Bon, tu nous sers des bières, Louisette, vite fait, parce que ça va être un peu long de tout revoir. On va prendre une bonne gorgée de bière et on va parler de ça. Ça roule. Bon. Alors du coup ça raconte quoi Kaamelott, dans quel contexte c'est produit, voilà. Alors moi je sais juste que c'était diffusé sur M6. Alors pourquoi à un moment donné c'est apparu sur M6 ce truc là? Alors tout commence en 2003. Oh. Alors c'est effectivement en 2003 que Alexandre Astier va faire un court-métrage qui s'appelle Dies Irae. Ouais. Qui est un court-métrage qui préfigure Kaamelott par bien des égards. C'est déjà Le Roi Arthur, c'est déjà Les Chevaliers de la Table Ronde, etc. Mais donc c'est un petit court-métrage qui va faire le tour des festivals, qui va avoir pas mal de succès, avec un petit peu déjà la même tonalité, c'est-à-dire des choses décalées autour de la Table Ronde, avec de l'absurde, avec des choses comme ça. C'est déjà un court-métrage... Pardon. Ouais, Louis. On dirait une chanson de Héra un peu, tu vois. Ah, oui, Ouais. oui, ça reprend un terme latin qui de prière là-dessus. Mais donc déjà on a la tonalité de Kaamelott qui va être la table ronde, la geste arthurienne, mais traitée de manière décalée entre les Monty Python et Michel Audiard, on pourrait dire, avec la part belle qui est faite aux comédiens et à l'écriture des dialogues, des répliques de ces comédiens. Ouais. Avec à la fois une vraie volonté d'aller puiser dans la pluralité des mythes arthuriens, tout en proposant quelque chose de différent, quoi. Ça va être effectivement quelque chose qui va être tout au long de la série, c'est-à-dire un vrai syncrétisme des mythes arthuriens. Il va essayer de rassembler tout ce qui a été fait autour de la geste arthurienne et de faire quelque chose de cohérent autour de ça. Sachant que c'est déjà un mélange de tout ça, non? Oui, c'est-à-dire en fait il n'y a pas de geste arthurienne officielle, quoi. C'est-à-dire il y a tout un tas d'auteurs qui sont venus petit à petit enrichir, enfin d'abord créer et enrichir ce mythe-là. Il y a des fanfics. Oui, c'est que des fanfictions en fait. C'est que des fanfictions. Il y a une espèce de proto-mythe d'un grand roi en Bretagne qui aurait un peu unifié le royaume, etc. Mais à partir de ce proto-mythe, il y a Chrétien de Troyes au XIe siècle qui va commencer à faire des romans autour de ça et à inscrire Arthur dans la chrétienté avec la recherche du Graal. Une espèce de Bible, quoi, non? En soi. De quoi? Chrétien de Troyes qui a une Bible? non, mais dans l'idée justement que c'est une superposition de plusieurs écrits qui vont vers le même mythe. Voilà. Ouais, mais dans la Bible, tu vois, il y a quand même un canon officiel avec les pères de l'Église qui se sont réunis pour dire ça rentre, ça rentre pas, etc. Ouais. Là, il y a rien de, il y a pas un truc originel. D'officiel, voilà, exactement. Il y a pas un truc originel. Il y a des sortes de quand même quelque chose qui était de l'ordre de l'oral en Bretagne. C'est un mythe breton, pas uniquement anglo-saxon. Et petit à petit, il y a des auteurs qui vont venir un peu fixer des choses. Ouais, c'est différent de ce qu'on peut avoir avec des auteurs comme Lovecraft, où il y a le canon Lovecraftien, et puis plein de mecs qui, déjà du vivant de Lovecraft, en fait, reprennent sa mythologie. Mais il y a quand même un truc un peu officiel, on va dire, avec le nom de l'auteur,
quelque chose qu'on n'a pas du tout à l'époque de la geste arthurienne. Ouais, complètement. Donc du coup, pour le mythe arthurien, tout est officiel et rien n'est officiel, quoi. Donc tout participe au mythe. Et effectivement, Alexandre Astier va aller puiser un petit peu dans tout ce qui existe pour créer un syncrétisme à lui. Donc déjà, ouais. Ce qui est assez beau du coup, c'est qu'il crée une nouvelle version de ce mythe qui s'inscrit de la même manière. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté genre je récupère un vieux truc et puis je le mets à une sauce contemporaine. C'est je m'inscris dans une tradition d'écriture, quoi. Ouais. Et donc du coup, Dies Irae parle de ça. Donc voilà, petit court métrage autour de juste déjà de Arthur qui a du mal à faire comprendre le Graal et la table ronde aux chevaliers qui sont là. Et donc ce petit court métrage fait le tour des festivals, et dont un festival où le président du jury va être Yvan Le Bolloc, qui est aux commandes avec Caméra Café. Exactement, de Caméra Café sur M6. Et en 2003, Caméra Café, ça fait les beaux jours du pré-prime time d'M6. Ça marche très très bien, donc c'est un format court qui n'avait pas vraiment lieu à la télévision à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces petits formats courts. À l'époque, c'était vraiment assez unique, Caméra Café, et ça marchait très très bien dans ce style-là. Et donc là, il y a une société de production qui s'appelle Calt, qui sont associés avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, qui en font partie de Calt, qui produit Caméra Café. Et du coup, qui avait un contrat avec M6 déjà à l'époque. Oui, exactement, qui avait un contrat de diffusion avec M6. Et là, il commence à vouloir penser à l'après Caméra Café. C'est-à-dire là, il commence à se dire on va bientôt arrêter Caméra Café, et M6 voudrait évidemment quelque chose dans le même genre, dans le même format. Ouais, parce que c'est un format qui avait hyper bien marché. Exactement. Sur un créneau qui était vraiment un créneau d'appel, quoi. Ouais, en fait, c'était combien de minutes, les gars ? De quoi ? C'était combien de minutes ? Je me souviens plus. C'était des tout petits formats, non ? Entre 3 et 6 minutes. Ouais, exactement, des petits formats. Donc en fait, ils veulent exactement la même chose. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler peut-être pour les plus jeunes comment on regardait la télé en ce temps-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, non mais c'est vrai, à l'époque il n'y avait pas de replay, de choses comme ça. On regardait la télé en direct, on zappait d'une émission à l'autre. Et pour des gens de ma génération en général, ce qu'on faisait, on regardait Canal+, avec le Nulle part ailleurs et puis le Grand Journal après. Et puis après Canal+, on zappait le temps qu'il y a un film qui commence. Et justement, ces petits formats courts s'inscrivaient là-dedans. C'est-à-dire pendant qu'il y avait des tunnels de pub sur les autres chaînes, ils mettaient ce petit format court sur M6, et du coup beaucoup de gens en zappant s'arrêtaient là-dessus, et comme en plus Caméra Café ça parlait du boulot en le tournant en dérision, etc. Les gens se retrouvaient beaucoup là-dedans, et Caméra Café a eu énormément de succès grâce à ça. Et moi je trouve il y avait l'aspect genre on parle du boulot, donc cette entreprise on sait jamais ce qu'elle fait, etc. Donc ça parle un peu à tout le monde, mais même moi j'étais quand même très jeune, ça a commencé en 2001, donc le monde de l'entreprise je savais pas ce que ça voulait dire. Je regardais quand même Caméra Café parce qu'il y avait des personnages assez forts, etc. Exactement, oui. Donc ça a été un carton en fait. C'était un énorme carton effectivement. Alors c'est vrai que n'importe qui avait mis les pieds dans une entreprise reconnaissait les types de personnalités qu'il y avait, mais effectivement comme tu dis, même si on n'avait jamais été bossé là-dedans, on connaissait aussi le type de personnes qu'il pouvait y avoir dans notre entourage, etc. Donc ça marchait très très bien. Mais après chez les Britanniques, il y avait aussi The Office par Ricky Gervais qui s'est lancé au même moment. Donc, mais là, par le fait que ça parle d'entreprise, il n'y a pas beaucoup de ressemblances. Là, c'était vraiment un truc du format et du moment, quoi, qui marchait vraiment bien. Et justement, le fait que on intégrait le monde de l'entreprise dans quelque chose de très court, très rapide, qui se moquait de ce que les gens avaient vécu durant la journée, de manière très facile, quoi. Il y avait un seul plan. C'était le plan justement comme si on était filmé depuis la Caméra Café. Sur la saison, ils font du multiplan un peu. Ah, alors ça je me rappelle pas. Mais après c'est plus du tout de multiplan. Après ils ont changé parce que ça marchait pas en fait. Et c'est vraiment comme s'il y avait une caméra justement sur la machine à café, et puis les gens viennent devant la machine à café, comme ça se passe souvent dans les entreprises, et discutent, et les choses se passent et se dénouent et se nouent devant la machine à café. Donc ça marche très bien, et M6 demande à Calt de trouver quelque chose qui va remplacer Caméra Café, exactement, quand ça va se terminer. Et donc, Yvan Le Bolloc, il tombe sur ce court-métrage d'Alexandre Astier, Dies Irae, et il se met en contact avec lui, et il lui dit, tiens, je vais me mettre en contact avec Calt, parce que c'est cool comme idée, c'est cool comme manière d'écrire les personnages et donc la légende du roi Arthur. On pourra peut-être faire quelque chose avec ça. Du coup, Alexandre Astier, il va produire 6 petits courts-métrages, après Dies Irae,
pour justement montrer, enfin des courts-métrages, en fait c'est comme si c'était des petits épisodes, c'est des pilotes, en fait c'est vraiment des pilotes de la série Kaamelott, ça s'appelle déjà Kaamelott, il y a déjà la majorité du casting, il y a déjà la tonalité qu'il va y avoir ensuite dans la série, et il montre ces petits pilotes à Calt et à M6. Mais avec le format de diffusion de M6, donc des capsules de 5-6 minutes. Là. Alors c'est des capsules de 5 minutes, ces petits pilotes, et Calt et M6 vont être intéressés, par contre ils vont lui demander de raccourcir encore et de faire des épisodes de 3 minutes. Donc à partir de ce format de 5 minutes, ça passe à 3. Alors il faut dire qu'au début, ils étaient vraiment pas chauds, M6, même Calt, pour ça, parce que on passait d'un environnement qui était très très connu des spectateurs, c'est-à-dire vraiment le monde de l'entreprise. Alors déjà, ils étaient pas chauds au début pour Caméra Café, parce qu'ils se disaient, les gens vont pas avoir envie de retrouver le monde de l'entreprise chez eux. Le bureau. Ouais, voilà, le bureau, mais en fait, comme c'est décalé et que ça se moque, ça marchait très bien, mais sauf que là, maintenant, on allait dans quelque chose de très très éloigné de la réalité des gens, qui est la geste arthurienne, avec des gars habillés en costume, etc., qui font les zouaves. Ça reste des pignoufs quand même. Dans Caméra Café ou dans Kaamelott, on retrouve quand même un peu les losers. Ouais, alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va être vendu aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une continuité, alors peut-être pas dans le style réellement d'écriture, mais en tout cas dans les personnages dans que les ça galeries montre. De personnages. Exactement, il y a vraiment une continuité là-dessus et ça va être vendu là-dessus, c'est-à-dire que certes c'est les rois Arthur, c'est très éloigné des gens et tout, mais on va reconnaître le gars un peu bêta, on va reconnaître le gars qui revendique, on va reconnaître le gars qui fait le boss, on va reconnaître le gars qui fait le malin, etc. Il va y avoir quand même des types de personnages qui vont être repris et reconnus. Des sortes de personnages quand même un peu classiques de la comédie en fait. Exactement. Et qui avait dans Caméra Café, qu'on va retrouver du coup dans Kaamelott. Donc il y a cette continuité là. En plus il y a donc là il y a vraiment Bruno Solo et surtout Yvan Le Bolloc qui vont vraiment pousser le projet d'Alexandre Astier là-dessus. Ils vont presque l'imposer un petit peu à M6 en disant qu'ils y croient réellement. Et effectivement, et d'ailleurs dans les premiers épisodes, il y a Yvan Le Bolloc et Bruno Solo qui apparaissent en guest. Il y a pas mal de guests dès le début. Là, je crois que le tout premier épisode même c'est Yvan Le Bolloc qui est le fabricant de la table ronde. C'est pas le premier épisode, c'est le 3e ou 4e, mais en tout cas c'est vraiment dès le début effectivement il y a cette filiation pour dire voilà, on est toujours là là et alors t'as tout à fait raison, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a même une petite sémantique dans les 2 épisodes où ils apparaissent, c'est-à-dire que ce que va faire Alexandre Astier quand même tout au long de la série, c'est une position un peu de contrebandier, de pirate, c'est-à-dire de dire oui regardez, moi je fais comme Caméra Café, et en fait il va faire qu'une seule chose durant toute la série, c'est essayer de pousser les murs et de faire autre chose justement que Caméra Café. Et t'as tout à fait raison, dans l'épisode d'Yvan Le Bolloc, c'est lui qui fabrique la table ronde, et il dit même quand il sait qu'il va y avoir du beau monde qui va passer, etc., il demande à pouvoir faire sa petite signature sur la table, très discrète comme ça. C'est justement Yvan Le Bolloc qui qui fabrique un petit peu la table ronde pour Alexandre Astier, qui dit je mets ma petite signature, elle est discrète, mais voilà, c'est moi qui ai quand même fait le truc. Et dans l'épisode de Bruno Solo, c'est quelqu'un qui fait des signaux. Il joue le mec qui envoie des signes avec les drapeaux. Exactement, sauf qu'il envoie des mauvais signaux tout le temps. Alors il le fait pas exprès dans l'épisode, c'est le gag est là-dedans, mais il envoie quand même des mauvais signaux aux autres, et là aussi, sémantiquement, c'est un peu je vous fais croire quelque chose, mais j'envoie des mauvais signaux, et ce qui est la réalité, c'est quand même autre chose, quoi. Donc Caméra Café, ça va être Kaamelott, ça va être une continuité de Caméra Café au début, en tout cas dans ce qu'on peut voir, et du coup les audiences vont être très vite au rendez-vous. Et petit à petit, vraiment au début par petites touches, ça va s'étioler. En tout cas, ça va devenir autre chose. Alexandre Astier, il va commencer à proposer autre chose que juste du Caméra Café, que juste des gags, parce que assez vite ça va le gonfler. Il va avoir envie de raconter quelque chose, et de raconter quelque chose d'un peu plus personnel que juste ça. Ah oui, non, moi j'étais sur les audiences quand tu disais au début ça cartonne. Est-ce que du coup il y a eu un creux où les gens s'y sont pas retrouvés et ça a repris, ou est-ce que ça a toujours bien marché? Là c'est vraiment beaucoup plus tard. Alors au début ça arrive quand même dans une grande indifférence, les gens s'en fichent un peu, mais par contre comme ils retrouvent assez vite quand même cet esprit, comme on disait, en tout cas de personnages, ils vont rester, et puis il y a une écriture après d'Alexandre Astier qui va vraiment accrocher les gens. Moi je sais que c'est comme ça que c'est arrivé. Moi je regardais assez peu Caméra Café, mais je m'y arrêtais de temps en temps. Kaamelott au début je m'y arrêtais pas du tout, et petit à petit il y a une musique quand même qui rentre, c'est vraiment là-dessus que pour moi Alexandre Astier est vraiment très très bon, c'est qu'il arrive à créer une musicalité dans son écriture pour les acteurs, il écrit pour chaque acteur, et du coup il y a quelque chose. On sent le mec
qui vient aussi, alors à la fois de la musique Ouais. et du théâtre. Exactement. Il y a une écriture hyper théâtrale en fait en Complètement. permanence. Quand vous dites qu'il vient de la musique, il a fait quoi? Il a Bon, fait il quoi était au niveau conservatoire, etc. Ah oui, Alors, d'accord, ouais, ok. ouais, il est au conservatoire, il est diplômé du American Modern School. Ah, Enfin, ok. c'est vrai, il est Oui, quand même je assez vois. costaud. Ouais, ouais. Donc il a cette formation-là, et effectivement du côté de sa famille, ils sont tous des théâtreux, Mhm. et depuis toujours sa mère lui montre des acteurs, lui montre la rythmique des acteurs, lui montre la musicalité des acteurs. Ouais, ouais. Et donc Dans lui- Louis de Funès, je crois. Il est très très fan de Exactement, Louis de ben, Funès. Absolument, Louis de Funès en particulier. D'ailleurs, la série Kaamelott lui est dédiée, est dédiée à Louis de Funès. Et donc, du coup, dès le début, il y a cette musicalité qui se met en œuvre. Il y a effectivement un côté théâtre qu'il n'y a pas du tout à la télévision. C'est-à-dire, c'est des acteurs de théâtre. Ouais. Et on le ressent, on l'entend. Ils arrivent à parler de choses d'une manière que les acteurs de télévision ne le font pas. Il y a cette écriture qui est faite pour eux, c'est-à-dire il n'y a pas de casting qui est fait, à part pour quelques personnages, mais il n'y a pas de casting qui est fait. C'est-à-dire qu'Alexandre Astier, il écrit pour des acteurs qu'il connaît déjà, dont il connaît le phrasé, dont il connaît la musicalité, et il va écrire pour leur musicalité à eux. Et là, du coup, il y a vraiment quelque chose qui va bien marcher à ce niveau-là. Il y a évidemment de l'absurde, il y a du côté Monty Python. Au niveau de la représentation visuelle, ça prend beaucoup de Excalibur de John Moorman. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ce film. Si. Et Non, parce je que l'ai pas vu. en fait, c'est censé se passer au VIe siècle, lors de l'effondrement progressif de l'Empire romain, et donc de la recomposition de l'Europe durant cet effondrement. Et donc déjà, il y a quelque chose de très précis au niveau historique, au niveau des peuples, au niveau de ce qui se passe. C'est pas fait par-dessus la jambe. Il y a quand même déjà une écriture qui est quand même réfléchie, et où il y a vraiment de la recherche, non seulement sur la geste arthurienne, mais aussi sur l'état de l'Europe, sur les peuples qui entrent en conflit au niveau de la Bretagne, etc. Donc il y a vraiment ce truc-là. Là où Caméra Café avait un truc purement comédie et Exactement. fonctionnait comme Ouais. ça, dès le début, même si les premières saisons de Caméra Café sont essentiellement de la comédie, il y a des aspects qui vont chercher dans le drame ou dans la tragédie, ne serait-ce que dans cette manière, tu vois, de se documenter, d'essayer d'avoir une certaine forme de vraisemblance, en même temps pas trop, alors que Caméra Café n'était pas du tout sur ce créneau. Ouais, tout à fait. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à... Non, c'est très simple, on comprend immédiatement les Voilà, archétypes c'est ça, ouais. qui sont là. Là, il y a non seulement des personnages qui sont très connus, évidemment, de la geste arthurienne, comme Guenièvre, Lancelot, Perceval, etc. Mais il y a aussi des gens un peu plus obscurs, comme Léo Dagan, Méléagan plus tard, etc. Donc il y a vraiment, en tout cas, une volonté de prendre au sérieux la comédie, de prendre au sérieux l'écriture de la geste arthurienne, et également de prendre au sérieux l'environnement historique qu'il y a dans cette série. Donc alors, on est au 5e siècle, mais en même temps, par exemple, ils vont porter des armures qui ne sont pas du tout des armures du 5e siècle. Oui. Ce sont des armures beaucoup plus tard au Moyen-Âge, mais parce que justement le film de John Boorman, Excalibur, a ce même syncrétisme-là, c'est-à-dire ça se passe dans un Moyen-Âge idéalisé, fantasmé, on ne sait pas exactement quand, avec des gens qui ont des armures qui ne devraient pas avoir à ce moment-là. Donc il reprend énormément de l'imagerie et même du syncrétisme qu'il y a dans le film Excalibur. Si vous regardez Excalibur, c'est un peu Kaamelott au sérieux, quoi. C'est un peu Kaamelott au premier degré. En tout cas au niveau de l'imagerie et du syncrétisme de la légende. Donc cette première saison commence comme ça. Deuxième saison est sur les mêmes rails. Et puis, il commence à y avoir des choses nouvelles, effectivement, qui vont commencer à arriver progressivement à partir de la troisième saison, où cette fois, ça va plus être... Alors, les deux premières saisons, on peut vraiment les regarder dans le désordre. Oui, c'est vraiment des scènes de vie, en fait, dans le château, peu importe. Et ça sert... On dirait scène de ménage, mais fin d'antiquité, quoi. Il y a un côté scène de ménage à l'antiquité, mais dans un château, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça, hein. Ça présente les personnages, ça présente les rapports entre eux, et puis il y a toujours un petit gag, un petit truc. La structure est toujours la même. Il y a, d'ailleurs, après, ils vont commencer à parler même de leur propre structure, hein, sa structure en 3 actes, etc. Et alors, justement, c'est-à-dire que arrivé à la troisième saison, Alexandre Astier va commencer à se permettre de parler d'autres choses, de parler de choses un peu plus sérieuses, de parler de ses influences. Par exemple, alors justement, la structure en 3 actes, il va y avoir 2 épisodes sur la poétique d'Aristote. Ouais, des épisodes assez impressionnants en fait, parce qu'on ne l'attend pas là. Ouais, tout à fait. Vraiment où Aristote est cité, commenté. Expliqué dans une série comique qui est pour beaucoup c'est poète c'est juste Perceval et Caradoc qui font les cons.
Mais là, la série montre que non. Non seulement elle parle d'autre chose, mais elle a un recul sur ça. Elle commente, comme tu dis, elle commente sa propre structure avec la poétique d'Aristote. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est commenté chez Aristote, c'est donc la poétique. Et la poétique d'Aristote, ce qui nous reste aujourd'hui, qu'on appelle la poétique, c'est un bouquin sur la tragédie. Oui, absolument. Et la partie sur la comédie, elle est perdue. Ouais. C'est ce qui donne l'objet du scénario du nom de la rose, où on recherche la partie sur la comédie, mais cette partie-là, on ne l'a pas. Ouais. Et donc, on n'a que la théorie de la tragédie chez Aristote. Et le fait qu'il aille chercher Aristote à ce moment-là, complètement. Et ça indique peut-être un chemin vers autre chose que la comédie, quoi. Tout à fait. Il y a tout un tas d'indices de ce genre. Ouais. Et du coup, tu as une prise de risque donc en termes de thématique d'épisodes, mais alors est-ce qu'il commence à filer ces épisodes, parce que tu disais sur la première et la deuxième saison, peu importe l'ordre dans lequel tu regardes les épisodes, mais à partir de la troisième saison, a priori tu disais qu'il y allait y avoir un petit changement quand même. Voilà. Okay. Dans le troisième, il y a un début quand même de dramaturgie qui se met en place, notamment avec la relation entre Arthur et Lancelot qui commence à se tendre, et Lancelot qui commence à avoir des velléités sur Guenièvre, mais ça reste très léger. Ça aurait pu être, tu vois, un déplacement des personnages, voilà, on change un petit peu la donne. Exactement, et puis finalement on retombe sur les mêmes statu quo. Ben non, il y a quand même justement ce petit truc. Et ce qui est quand même beaucoup plus marquant dans cette troisième saison, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir des épisodes donc, sur la poétique d'Aristote, il va y avoir des épisodes également, par exemple sur le théâtre, où ils vont regarder un théâtre de marionnettes, il va y avoir des épisodes sur la musique, où ils vont parler des intervalles musicaux, où ils vont dire la tierce, la quinte, etc. L'intervalle du diable. Exactement, avec l'intervalle du diable. Donc il y a des épisodes comme ça qui marquent et qui se disent, tiens, c'est pas juste de la gaudriole, il y a quelque chose d'autre là-dedans, il nous parle quand même d'autre chose. Et pour moi, il y a un épisode en particulier qui fait basculer la série dans voilà ce que j'ai quand même envie de vous raconter, voilà ce que je suis, donc avec une vraie velléité d'auteur d'Alexandre Astier. C'est un épisode où Caradoc lui laisse son enfant pour le soir, il n'y a personne pour le garder, et Arthur doit lui raconter une histoire avant de s'endormir. Et il lui raconte une histoire avec des métaphores animalières, c'est-à-dire il y a Arthur, c'est l'ours, et puis machin, donc tous les gens de son entourage sont des animaux, il essaie de lui faire un conte. Et puis il finit par dire Arthur, parce que personne comprend évidemment la quête du Graal, personne n'y arrive, et il dit Arthur il est en dépression, et puis tous les matins il se demande s'il va pas se tuer. Et il dit ça à un gosse durant une histoire qu'il raconte dans une série comique, encore une fois, d'esprit gaudriole pour les gens. Et là tout à coup il y a quand même un choc qui se fait, on se dit alors déjà Alexandre Astier il dit qui il est en disant ça, il dit que c'est quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un qui va pas bien. Et en plus de ça, il l'intègre complètement dans son récit, dans son histoire et dans une série normalement comique. Et là, on commence à voir qu'il y a autre chose. On n'est pas juste là pour le gag, on est là pour raconter quelque chose et quelque chose d'assez profond. L'épisode sur le théâtre, c'est aussi un petit peu ça, c'est-à-dire que à la fin, on regarde un spectacle de marionnettes qui raconte les aventures de la table ronde d'Arthur. Et à la fin, Arthur, en tout cas par l'intermédiaire d'un enfant, demande à ce que le spectacle soit rejoué. Là, ce que dit Alexandre Astier, c'est que il préfère quand même passer du temps dans la fiction plutôt que dans la réalité. Il demande à ce que la fiction soit répétée plutôt que la réalité du roi Arthur, qui, elle, le rend dépressif et même suicidaire. Donc il y a des choses comme ça qui sont à la fois profondes, à la fois marquées par disons la grande culture entre guillemets, et puis également par la pop culture, puisqu'il y a énormément d'épisodes qui font des références directes à Star Wars. Il y a un moment donné où ils partent sur Tatooine, ils ramènent une épée laser de Star Wars, ils font Stargate. Il y a des épisodes qui sont clairement des références à Warhammer avec les quêtes. C'est un roi Arthur d'Heroic Fantasy, même si on voit jamais des dragons ou des monstres, c'est toujours hors champ, mais ils font ce genre de quêtes, ils font des quêtes de jeux de rôle, etc. Donc le syncrétisme arthurien est mis en miroir avec le syncrétisme d'Alexandre Astier, c'est-à-dire qu'il va rassembler toutes ses influences, aussi bien Aristote que Goldorak, aussi bien Star Wars que la grande musique, et il va mettre tout ça là-dedans, le théâtre, etc., pour créer quand même quelque chose de très unique. Ouais, c'est vrai que du coup c'est une saison, on en a parlé avec que ce soit Aristote ou les autres épisodes, genre celui où il raconte... C'est une saison qui est un peu méta, tu vois, il y a une sorte de truc où on voit qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il veut faire, à ce qu'il va faire, et comment il va essayer d'hacker le truc en fait. Complètement, ouais. Là, comment est-ce qu'il va pirater finalement l'antenne, maintenant qu'il a fait semblant de faire du caméra café, il va quand même montrer qu'il a autre chose à raconter. Et ce autre chose à raconter. Question par rapport au public en fait, parce que moi j'ai juste vu le film et quelques sketchs en fait à la télé. Ouais. Parce que moi j'avais vraiment le sentiment de voir des sketchs et du coup j'ai pas vu la thématique dont tu parlais, tout ça. Non mais ça arrive vraiment par petits points, donc c'est normal.
Donc en fait, il faut voir dans sa globalité, quoi. Mais du coup, à qui s'adresse cette série, du coup? Tu vois, même pour le film. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement le public de Kaamelott va quand même changer au fur et à mesure du temps. Mais quand même, disons, durant les 4 premières saisons, c'est à peu près pareil. On a un public, c'est le même public que Caméra Café, plus d'autres qui vont venir quand même s'agréger là-dessus. C'est une série qui fait 5 millions à peu près d'audience. C'est hyper bien pour ce moment-là, mais c'est pas non plus des audiences complètement folles, mais c'est quand même très très bien, notamment. En plus, c'est un public qui est très fidèle et qui va acheter les DVD, les produits dérivés, etc. Donc, là-dessus, on est encore toujours quand même sur des gags, sur des sketchs, même si de temps en temps il y a autre chose. Ce autre chose, ça met la puce à l'oreille, mais ça reste quand même une série de gags. Ouais, exactement. Ouais, du coup, fin de la saison 3, on arrive à la saison 4, et là, il y a un tournant qui va être pris, je suppose. Ouais, exactement, puisque là, à la saison 4, ils décident cette fois de vraiment faire une dramaturgie, de raconter une histoire, et donc cette fois, les épisodes ne peuvent plus être regardés dans le désordre. On va vraiment parler de quelque chose, et ce quelque chose, c'est le triangle amoureux entre Guenièvre, Arthur et Lancelot, et Guenièvre qui part avec Lancelot qui fait sécession. Et donc vraiment, une vraie... Voilà, il y a une véritable cassure dans la proposition initiale. Quoi. Mais moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, en fait, c'est comment il a réussi à négocier ça avec M6 en sachant qu'on reste sur les fameuses capsules vidéo de 5 minutes qu'il faut voir tous les jours, c'est-à-dire hyper régulièrement, et avoir réussi à imposer à M6 de filer ce truc-là, c'est-à-dire qu'en gros, si tu loupes quelques épisodes, t'es juste totalement paumé et tu perds ton audience. Le coup de force, je pense, de la saison 4, c'est que les épisodes restent des épisodes qui se tiennent. Ouais, je suis d'accord. Donc, même si tu piges pas, en fait, pourquoi Guenièvre elle est plus là, etc., les épisodes peuvent rester drôles, même si t'as pas compris. Parce que justement, là pour moi, la saison 4, c'est un modèle d'écriture. Vraiment, c'est là où il est au summum. En tout cas, il a tellement bien intégré ces capsules de 3 minutes qu'il arrive à faire des choses assez incroyables, où effectivement, il arrive à la fois à avoir un fil rouge tout au long de la série, enfin de la saison, et à la fois chaque épisode peut quand même être pris indépendamment, et ça fait un mini sketch, ça fait une mini histoire. Il y a quand même toujours ces 3 actes d'Aristote qui sont tout le temps là dans ces épisodes, et ça fonctionne. Il y a une chute à chaque fois. Je trouve ça assez intéressant, moi, parce que tenir compte de cette contrainte là qui est hyper imposante en fait, et réussir à concilier toutes ces choses là, je trouve ça moi je l'ai pas vu la saison 4, mais de ce que vous me dites, ça me donne vraiment envie de la voir, tu vois. Pour le coup, alors moi la saison 4 c'est assez impressionnant d'arriver à la fois justement là aussi à faire un syncrétisme entre des petits sketchs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et une grande saga qui commence à se mettre en place, et arriver à quand même jongler avec ça. Effectivement, on peut quand même louper la série pendant 2 jours, on va pas être paumé, quoi, si tu veux. On a quand même on comprend où en sont les personnages très vite. C'est vraiment très très bien foutu à ce niveau-là. Et sur la mise en scène, est-ce que ça change du coup? Est-ce qu'on reste quand même sur des plans fixes comme les 3 premières saisons? Ou est-ce que là, comme du coup dans le film, on va partir sur du multiplan avec mouvement de caméra, où on a vraiment un monde plus ouvert? On discutera du film. Alors non, t'as raison, c'est vraiment... alors c'est quand même une série qui vaut un petit peu plus cher, par exemple, que Caméra Café, parce que à chaque scène, il y a quand même plusieurs caméras pour faire les champs contre champs, etc. Et puis les costumes, les décors, et tout. Exactement. Caméra Café, c'était une chemisette et puis une cravate. C'est exactement ça, oui. Mais Caméra Café, on peut poser un téléphone sur une étagère, on aura le même effet aujourd'hui. Donc là, il y a quand même d'autres choses, comme vous dites, les décors, les costumes, les choses comme ça. Ça, pour le coup, par exemple, je pense que c'était le coup de force de Caméra Café, et qui a donné tous les shortcoms qu'on a pu voir par la suite. C'était l'hyper simplicité. Exactement. Je pense, caméra fixe, un plan terminé, et on fait 3-4 acteurs, et hop, on arrive à faire un truc qui accroche. Et là, effectivement, même s'il n'y a pas de velléité de réalisation, il y a quand même plusieurs caméras pour les champs contre champs, il y a des choses comme ça. Et par contre, non, il y a très très peu de velléité de réalisation. Il y a quand même quelques petits panoramiques, une caméra qui va bouger un tout petit peu, mais ça reste anecdotique. Ouais, c'est hyper anecdotique, ça arrive de temps en temps, mais il y a presque rien. Jusqu'à la saison 4, jusqu'à la fin de la saison 4, on va pratiquement avoir que ça, quand même, des plans fixes, des champs contre champs. Et question bête, mais c'est Astier qui réalise ces épisodes et qui est directeur d'acteur sur l'ensemble des épisodes de Kaamelott? Absolument. Alors c'est là où il commence à vouloir un peu tout faire, c'est-à-dire non seulement il écrit, il réalise, il fait la musique, il joue le personnage principal. Et depuis le début de la série, il a toutes ses casquettes. Il fait le café pour l'équipe. Donc on a ça. La saison 4 est un succès. Et là, Astier va négocier avec M6 de pouvoir commencer à passer à un autre format. Puisque la série a continué à avoir du succès alors qu'elle met en place une narration, il va demander à avoir le droit de pouvoir faire des épisodes beaucoup plus longs.
Donc la saison 5 va être un petit peu bâtarde à ce niveau-là, c'est-à-dire ça va être des épisodes beaucoup plus longs, je crois que c'est 9 épisodes de 50 minutes, mais qui vont quand même pouvoir être découpés par M6 en plus petits épisodes de 5 minutes pour pouvoir avoir une diffusion quand même quotidienne. Donc là, ça devient casse-gueule quand même. Là, ça commence à être un jonglage un petit peu casse-gueule. Ça marche beaucoup moins bien. Alors, ça marche en format 5 minutes, ça marche moins bien. Exactement. En format 5 minutes, là, pour le coup, ça marche vraiment moins bien parce que, effectivement, il n'y a pas des sketchs, il n'y a pas des chutes, il n'y a pas à chaque fois toutes les 5 minutes. En format long, ça marche beaucoup mieux, même si lors de la diffusion, la série n'était pas tout à fait prête, donc ça a beaucoup perturbé le public. Mais par contre, là, effectivement, on est sur des longs épisodes de 50 minutes où on va pouvoir vraiment développer les choses. Et là, par contre, la réalisation commence à changer. Là, il y a le temps long qui commence à s'installer. Alexandre Astier, c'est un grand fan de Michael Mann, donc il aime pouvoir installer du temps long. Il aime pouvoir essayer comme ça de mettre du drama et de la tragédie dedans. Et alors pour moi, la première moitié de la saison 5, elle est très 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 réussie. C'est-à-dire, il a encore quand même la rythmique de ces épisodes un peu courts. Donc on s'ennuie jamais. Ouais, c'est vrai qu'après ça piétine. Et voilà. Ça piétine de et ouf. Il y a vraiment un pivot dans la saison 5 qui est, il y a un moment donné où c'est même quasiment méta. C'est-à-dire il y a Léo Dagan qui prend le pouvoir. Et il va dire quasiment en regard caméra, quand je dis quasiment, c'est-à-dire s'il tourne les yeux un tout petit peu plus, il est en regard caméra et il brise le 4e mur. Donc c'est vraiment juste avant de briser le 4e mur, son regard, et il dit maintenant la rigolade c'est fini. Il le dit quasiment au spectateur. Donc c'est vraiment un message clair d'Alexandre tu perds la moitié de l'audience. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, la deuxième moitié de la saison, ça va être assez pénible à suivre, où là, Alexandre Astier, il va utiliser le temps long à outrance, il va faire des effets de réalisation qui sont pas toujours très heureux. Et Arthur va partir à la recherche de sa descendance, parce qu'il en a pas, et il commence à s'en inquiéter. Et là, ça va être quelque chose d'assez étrange dans l'ambiance. Alexandre Astier le reconnaît d'ailleurs aujourd'hui, qu'il a sans doute été trop loin dans ce truc-là. Mais du coup, pour le spectateur, c'est assez fort. Et du coup, là, l'audience va commencer à s'étioler. Là, du coup, on va vraiment perdre beaucoup de spectateurs. Quoi. Et là, M6 va commencer à râler un petit peu parce qu'il voit que finalement ça marche pas si bien ces formats-là. C'est vrai que en fait, il y a trop de changements en même temps, je pense. Exactement. Il y a le format long qui pète totalement leur diffusion en 5 minutes. Donc voilà, ils changent le format, ils changent radicalement le ton. La manière de raconter, complètement. Donc, ça fait beaucoup en même temps, je pense. Mais tu sais, ça me fait penser un peu à ce truc, ces débats qu'on a sur Netflix où on dit quand on laisse trop un auteur en fait faire ce qu'il veut, finalement il va perdre les pédales et il va commencer à partir en freestyle. En fait. Et là, quelquefois il faut un producteur quand même. Ça ressemble un peu à ça. Là, c'est un peu ça, et surtout qu'il le dit lui-même. Il sait que cette deuxième moitié de saison 5, il est allé trop dans le noir, trop dans le truc, mais on dirait vraiment quelqu'un qui a dit je vous emmerde, quoi, tu vois, je le fais, et puis voilà, tu vois, c'est mon œuvre, je le fais. Et d'autant plus que c'est difficile de rester sur un ton très très humoristique sur des petits formats. Dès que tu dilates l'histoire, en fait, c'est compliqué de remplir ta narration de sketch et de choses vraiment comiques comme dans les premières saisons, quoi. Ah ouais, complètement. Mais moi je trouve que ça marche très très bien quand même sur la première moitié de la saison. Moi la première moitié de la saison je la trouve formidable, vraiment. Il arrive quand même à garder une rythmique, tout marche très très bien pour moi dans la première moitié de la saison, et puis la deuxième moitié il va quand même trop loin, je trouve. C'est vrai qu'il perd la rythmique en fait. Ouais, il n'y a plus du tout de rythme. Il perd complètement la rythmique. Alors il va trop loin dans quoi? Dans le drama en fait, et c'est plus assez drôle, il n'y a plus la même dans musicalité le drama, des dialogues comme tu disais. Dans une espèce de volonté poétique, dramatique, avec des plans. Je me souviens de trucs un peu kitschou où il est avec le blé là. Complètement. Où il regarde Excalibur avec du sang qui lui coule de la bouche. Enfin, il y a des choses vraiment étranges. Ça sonne kitsch, quoi. Et en fait, on commence à voir quelque chose, c'est-à-dire qu'Alexandre Astier, il est formidable pour reproduire la musicalité d'un dialogue dans ces scènes-là, mais par contre, en matière de réalisation, il a peut-être moins de recul, il a peut-être une théorisation qui est moins aboutie que celle du théâtre et de la musique, et du coup, en matière de réal, il y a quand même des choses qui fonctionnent beaucoup moins bien quand il a complètement les coups des franches à ce niveau-là. Et ça pose question, quoi, disons. Et j'ai une question sur
Du coup, à un moment, il y a, si j'ai bien compris, même dans la série, parce qu'on voit aussi dans le film, son adolescence, non, de Arthur. Alors, ouais, ça, j'ai pas trop compris en fait. Ouais, j'allais y venir. Alors, en gros, hein, là, on en est où dans l'histoire ? Il y a Guenièvre qui était parti avec Lancelot. Lancelot se comporte très mal avec Guenièvre. Oui, il l'attache quand il s'en va. Exactement. Il lui dit qu'il préférait la tuer de ses mains plutôt que la voir partir avec un autre. C'est ça. Donc Lancelot, c'est vraiment, oui, mais c'est le chevalier blanc, mais le chevalier blanc qui est tombé dans l'extrême, quoi, dans l'extrémisme. Il y a un petit côté Daenerys. Ouais, complètement. J'ai ma conception du bien et je vais trop loin dedans. Ouais, et à partir du moment où, comme moi je fais le bien, je peux faire ce que je veux, et effectivement, c'est exactement ça. Et du coup, Arthur va libérer Guenièvre. Lancelot, lui, va tomber sous la coupe de Méléagant, qui est une sorte de réponse des dieux à l'affront d'Arthur, parce qu'affront, il y a eu, puisque Arthur a laissé partir Guenièvre et il s'est mis avec la femme de Caradoc. Donc c'est que des histoires de cul, hein, des histoires d'amour et de cul. C'est vraiment ça qui font que les dieux se détournent d'Arthur. Et du coup, il y a tout cet imbroglio. Et finalement, à la fin de la saison 5, en tout cas, il y a Arthur qui aura repris Guenièvre. Ça, c'est dès le début de la saison 5 qu'il aura repris Guenièvre. Il aura fait repartir la femme de Caradoc avec Caradoc, Mévanoui. Et puis, il va chercher sa descendance, et là aussi il va se retrouver sous l'influence de Méléagant, qui va le conduire. Alors Méléagant, c'est assez intéressant, il a un peu le rôle dans les tragédies classiques des bienveillantes, c'est-à-dire ces divinités grecques qui poussaient les gens au suicide en fait. C'est-à-dire que c'est des divinités qui n'allaient pas t'attaquer directement, mais qui vont te pousser au désespoir. Et Méléagant, il a exactement ce truc-là, c'est les furies en fait, dans la mythologie grecque, les Euménides. Et donc Méléagant, il a ce truc-là, et donc il va le pousser au désespoir en lui faisant croire qu'il ne peut pas avoir de descendance, qu'il est infertile. Et Arthur va revenir complètement dépité à Camelot. Le pouvoir change de main en permanence. Arthur ne s'en préoccupe absolument plus. Et il va finir par faire une tentative de suicide dans sa salle de bain en se taillant les veines. Et c'est Lancelot qui était venu pour le tuer, qui va voir ça et qui, voyant ça, va en fait le sauver. Et c'est Lancelot donc, qui le sauve de la mort. Ça, c'est la fin de la saison 5. Exactement. Et après arrive du coup la saison 6. Saison 6, autant pour moi. Ouais, c'est saison 6. C'est la dernière saison de la série. Qui avec un gros twist, parce nous on attend à voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, Astier nous fait un coup de en fait non. Et il nous fait le coup du préquel, où il va nous raconter pendant une saison la jeunesse d'Arthur à Rome. Donc là, on a les mêmes, on a les mêmes acteurs, etc. Hein, ça se passe quand même 15 ans avant, mais bon, ils arrivent à les rajeunir, quoi, avec du maquillage, etc. Ouais. Mais vite fait. Hein, c'est pas très bien foutu, non, mais bon, ça passe. Ça passe. Voilà. En fait, en gros, ils se rasent et ils se mettent un peu de crème. Hein, c'est à peu près tout. Mais ça marche pas mal. Et donc, on a la genèse d'Arthur, la manière dont il arrive en fait sur le trône de Bretagne. Donc, attends, juste sur la saison 6, on est toujours sur le même format d'épisodes, c'est-à-dire des épisodes de 50 minutes qui sont prédécoupés. Alors c'est 40 minutes là pour la saison 6, et je crois qu'il y a 8 épisodes de 40 minutes. Mais qui sont prédécoupés pour des épisodes courts sur... Non, alors... Non. Ok, pas là. Ça a été diffusé, je crois me souvenir que ça a été diffusé en prime comme des grands épisodes, parce que de toute façon là pour le coup c'est incoupable. Ouais, complètement. Et là je crois qu'ils n'ont même pas essayé M6. Non, c'est-à-dire que là au niveau de la rythmique, là c'est plus possible. Donc il a franchi un pas en fait, parce que la saison 5 ils avaient prédécoupé, là c'est plus... En fait c'est devenu une série un peu classique comme aujourd'hui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis la fin de la saison 2, il franchit des pas à chaque fois. À chaque fois, il essaie d'aller un petit peu plus loin, et là, la saison 6, oui, c'est clairement ça, c'est le dernier pas avant le cinéma, quoi, en fait. Et donc, il fait des grands épisodes. Et là aussi, il y a peut-être, en tout cas c'est le reproche qui lui est fait, des problèmes de rythmique, notamment dans ce qui se passe à Rome, pareil, avec des histoires d'amour un petit peu étranges. Disons qu'en gros il essaie de nous expliquer dans cette saison comment Arthur est arrivé sur le trône. Donc il y a un truc un peu bizarre où à la fois il est là par la volonté des dieux, parce que c'est lui qui est capable de retirer l'épée, et en même temps il est placé là par le pouvoir romain qui essaie de récupérer l'île de Bretagne en plaçant un gars de là-bas, comme faisaient très régulièrement d'ailleurs les Romains. Il y a un point de vue historique, c'est-à-dire on essaie
de caser un gars du coin, mais qu'on a formé nous-mêmes, qu'on a formé culturellement. Donc ce sera un Romain, mais c'est un Romain qui va avoir le soutien de la population. Exactement. Quoi. Il y a une sorte de truc comme ça sur le pouvoir, mais à l'intérieur, en effet, il nous met une histoire d'amour un peu longue et chiante. Ouais. Ce que j'allais dire, et cette saison 6, du coup, vous en pensez quoi s'il fallait faire le bilan de la saison 6 ? Là, alors, elle est un peu moins noire que la fin de la saison 5, mais par contre, les problèmes de rythme qu'il y avait dans la saison 5 se retrouvent vraiment. Alors, il y a encore des personnages formidables. Moi, il y a Manu Payet, il y a le sénateur Sallustius. Enfin, il y a plein de gens qui sont vraiment très très bons, mais la rythmique globale est complètement perdue. Alors là, pour le coup, ça n'a vraiment plus rien à voir avec les débuts. Mais là aussi, la réalisation, ne vient pas du tout soutenir le propos. Voilà, il y a des choses qui vont pas très bien, mais ça s'améliore en fait, je trouve un peu. Et puis quand il revient en Bretagne, là, du coup, on retrouve l'esprit quand même, on retrouve les personnages, et du coup, bon, ça passe à peu près. Et toujours, il est soutenu par personne en termes de mise en scène, tout ça, c'est lui. C'est lui qui fait tout. Et du coup, on voit, il tâtonne, il y a des choses qui marchent moins. Et bon, c'est un peu dommage parce que il y a quand même des moments où on s'ennuie ferme, notamment à Rome. Il y a des moments où c'est vraiment ennuyeux, même au summum de la saison 5, j'avais pas ce sentiment-là, quoi. Je trouve que c'est des saisons qui nous montrent un peu, on va dire, un truc culturel dans les séries françaises où on a une sorte de vision très cinématographique à la Godard, etc. C'est-à-dire, contrairement aux Américains qui vont avoir plutôt des équipes qui travaillent sur des séries avec un showrunner à la limite. Ah oui, non, là c'est la politique de l'auteur, c'est exactement la politique de l'auteur à son paroxysme. Et Astier, c'est genre le paroxysme de ça. Complètement. Mais Astier, dans une interview là que j'écoutais genre ce matin, il disait avoir des grosses influences de Audiard, justement. Oui, mais ça c'est clair et net dans sa manière d'écrire les dialogues, c'est complètement Audiard, il y a vraiment ça. Mais là, ça fait partie vraiment des trucs qui réussissent le mieux. Par contre, dans ses réalisations, je sais pas sur qui, enfin je sais qu'il aime Michael Mann et des choses comme ça, mais alors on y reviendra, mais ça se sent pas trop non, tant alors, que ça alors, au niveau de l'image. Alors le film c'est encore autre chose parce que le film n'a pas du tout la même rythmique non plus que cette série, que tu vas voir, c'est assez, si un jour tu regardes la saison 6, c'est très étonnant, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, c'est assez étonnant. Mais bon, disons que voilà, la saison 6 se poursuit là-dedans, ça perd des téléspectateurs en permanence, là vraiment le phénomène Kaamelott, alors là pour le coup vraiment s'érode de manière très très forte. Et puis je pense qu'il y a un truc qui joue aussi, c'est tu vois, dans cette espèce de flou temporel où on a du mal à situer, tu vois, tu parlais des costumes qui font un Moyen-Âge plus tardif, etc. Le fait de les voir débarquer à Rome, il y a un petit côté très bizarre pour quelqu'un qui ne comprend pas exactement que c'est la lisière en fait entre les deux. Complètement. Tu vois, on dirait on était au Moyen-Âge, on se retrouve à l'Antiquité. Et du coup, je pense que ça peut aussi perdre en partie les gens, quoi. Oui, je suis d'accord. Alors, il y a vraiment que les armures au final, mais c'est vrai qu'elles sont tellement présentes durant toute la série. Il y a un côté, en fait, ça s'inscrit dans une sorte d'heroic fantasy dont on a l'habitude. Il y a les dragons, il y a la princesse, etc. Donc pour nous, c'est référencé Moyen-Âge. Absolument. Et là, on se retrouve avec des mecs avec. Alors que c'est la fin de l'Antiquité. Ça part de la fin de l'Antiquité, quoi, en fait. Mais je te dis, je pense qu'il y a un truc qui fait aussi que ça marche pas parce que il y en a plein qui ont dû se sentir perdus de savoir qu'est-ce qu'il fout dans l'Antiquité légionnaire romain. Il y a un César qui est là, mais quel César Même esthétiquement, tu dois y penser à cette cohérence d'espace-temps, tu vois, parce que si t'as l'impression de plus être dans le même univers en fait, en quelque sorte. Exactement. C'est exactement ça. C'est vrai que quand arrive la saison 6, t'as l'impression de plus être dans le même univers. Côté Code Quantum, quoi. Oui, c'est ça. Arthur durant l'Antiquité, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Il peut y avoir ce truc-là. Après, honnêtement, je pense que tout ça serait passé facile s'il y avait eu quand même une réalisation et une rythmique qui emportaient les gens. Mais du coup, effectivement, quand tu rajoutes ce truc-là, ça perd. Les gens sont perdus et du coup, ils quittent le navire. Et le dernier épisode de la saison 6, c'est-à-dire qu'à la base, il devait y avoir une 7e saison qui raconte justement l'après tentative de suicide. Et vu que la saison 6 a pas été très suivie, finalement, le dernier épisode de la saison 6 fait le lien entre la tentative de suicide et le film. C'est-à-dire, en fait, il condense une saison en un épisode où en fait les gens vont venir rendre hommage à Arthur qui vient de... Enfin, on ne sait pas s'il va mourir ou pas parce qu'il n'arrive pas à se remettre en fait de sa tentative de suicide. Et durant cet épisode, il va donner officiellement le pouvoir à Lancelot en disant tiens, vous voulez essayer, essayez. Puisque vous pensez être meilleur que les autres, essayez de faire mieux.
Et Lancelot, lui, il va très très vite se transformer en tyran. Il va commencer à faire une chasse aux sorcières des anciens chevaliers, etc., qui pour lui, c'est des incapables. Et il va même commencer à chasser un petit peu Arthur lui-même. Et il y a donc Vennec, quelqu'un qui est une espèce de truand, qui va exfiltrer Arthur de Grande-Bretagne pour l'amener à Rome. Et à Rome, il va se souvenir un petit peu justement de sa jeunesse. Et c'est Vennec le Fennec, non? C'est ça? Ouais, exactement, c'est lui. Ah. Et le dernier plan de la série, c'est ça, c'est Arthur reviendra en héros. Il est en train de s'entraîner aux arts martiaux. C'est ça, il retrouve un peu de sa force. Et donc, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que cette dernière image de la série a eu lieu. Et voilà, maintenant on va passer au film. Oh là, attends Fred, avant de passer au film, moi je vais faire une petite pause clope et puis je vais aider Machin à chercher le Graal. Hein. D'ailleurs, on va en profiter pour clôturer la première partie sur la présentation générale de Kaamelott et après on discutera un peu du film.